Bonjour et bienvenue sur Sciensationnel. Aujourd'hui, on va traiter les diagrammes de potentiel pH, aussi appelés diagrammes de Pourbet. Ces diagrammes de Pourbet ont été introduits par Marcel Pourbet en 1938, il y a presque 90 ans maintenant. Pour comprendre l'intérêt de ces diagrammes, on peut se poser la question de la présence de la rouille. En effet, on a déjà vu les chapitres d'oxydoréduction et on sait que le fer s'oxyde naturellement. Si je laisse un vélo pendant 10 ans dehors avec les intempéries et l'oxygène, il va rouiller inévitablement. Pourtant, bien que cet enjeu nous dépasse, des ingénieurs se laissent encore tenter à utiliser le fer comme conduite pour des distributions d'eau. Et donc on pourrait se poser la question, malgré les problèmes connus liés à la rouille, pourquoi le fer continue-t-il d'être utilisé dans les conduites de distribution d'eau? Pour réaliser ces diagrammes de Pourbet, il va nous falloir utiliser la solubilité, les oxydoréductions et ainsi que les réactions acide-base. Donc on va utiliser ce triptyque gagnant et s'appuyer alors sur toutes les transformations possibles. Petit rappel, pour la solubilité, on s'intéresse du coup au produit des ions en solution et donc de la frontière à laquelle ils précipitent. On utilise bien sûr la formule du pH et nous allons utiliser le potentiel de Nernst pour connaître effectivement le potentiel réel de notre couple étudié. Ici, on peut écrire ça de cette manière-là pour peu que l'oxydant soit le produit. Nous avons donc trois types de transformations et trois relations thermodynamiques. On va maintenant pouvoir aller plus loin. Le cas du fer va être traité aujourd'hui et c'est avec l'ion fer3 appelé l'ion ferrique que l'on commence. Alors ici j'ai déjà tout posé, donc on va regarder les choses une à une. Nous commençons par définir une concentration de travail ou concentration de tracé. Cette concentration sera millimolaire, donc 10 puissance moins 3 mol par litre. C'est la concentration à laquelle on aura des Fe3+. On sait que ces ions en milieu basique peuvent précipiter sous forme d'hydroxyde de fer. On connaît le pKs, je vous le donne ici, donc on peut effectivement trouver un certain pH à laquelle la précipitation commence. On va définir ça ensemble. Alors le Ks, en omettant les concentrations standards, c'est simplement le produit de la concentration en Fe3+, et en HO- mis au cube. Si on fait la racine cubique de cette valeur ainsi obtenue en isolant H-, on va pouvoir obtenir la concentration en H-, et vous le savez, s'il y a beaucoup de H-, alors il y a peu de H3 ou plus. On va pouvoir trouver ça avec la relation pH plus POH égale 14, qui en fait nous montre que cette bascule est toujours respectée. Ou alors on va pouvoir utiliser le KE pour ceux qui préfèrent rester hors des logarithmes. Avec le logarithme, on transforme tout ça en soustraction, donc 14 moins pOH, on obtient un pH de 3,3 environ. On va retenir cette expression et en fait on sait qu'il y aura des ions en solution tant qu'il y aura très peu d'H-. À partir du moment où on aura dépassé un pH de 3,3, on aura trop. Alors il y en a très peu, on va considérer qu'il y a trop d'ions hydroxyde et que ça va précipiter. C'est notre première frontière. Ici donc on a notre diagramme de pH et on a cette frontière ici. Je rappelle que cette frontière dépend de la concentration qu'on s'est fixée pour tracer et pour travailler. On va faire ça maintenant pour d'autres types d'ions. Alors Fe3+, ça existe, il y a aussi Fe2+, l'ion ferreux. Alors pour cet ion-là, on va avoir non plus FeOH3, mais FeOH2. Attention, je garde une concentration de travail de 10-3 mol par litre, c'est très important. Je l'ai défini au tout début pour Fe3+, je vais la garder pour toutes les autres concentrations qui vont nous occuper. Cette fois-ci, je ne donne pas le pKs, mais le Ks directement, ce sera plus pratique pour travailler avec. Ok, on se débrouille avec ça. On refait pratiquement la même opération, si ce n'est qu'on va passer par une racine. Et on va obtenir une frontière, cette fois-ci, à 8,5. Fe3+, quand on dépasse 3,3 en nombre de pH, on va avoir une précipitation des FeOH3, trihydroxyde de fer, si vous voulez. Et le dihydroxyde de fer, donc FeOH2, lui, il commence à précipiter bien plus tard, à un pH de 8,5. On trace cette deuxième frontière et vous voyez, nous ne plaçons pas sur les mêmes axes. Ici, on est un petit peu plus haut parce que le degré d'oxydation est plus haut. On s'est placé un peu en dessous, Fe2+. Vous doutez bien que le prochain, ça serait Fe+, qui n'existe pas. Donc on va se concentrer directement sur Fe, le fer, qui est tout simplement un fer métallique. Et c'est ce qu'on appelle un insoluble vrai. En fait, généralement, on va vous expliquer que les choses sont partiellement solubles. Si vous avez mis un peu d'huile dans l'eau, il y a une partie de l'huile petite qui va quand même réussir à se faufiler dans l'eau. Au même titre qu'il y a un peu d'eau dans l'huile qui peut se faufiler dans les molécules. On dit que rien n'est insoluble. Eh bien, le fer métallique est un insoluble vrai dans le sens où il n'est jamais soluble et donc il sera toujours à l'état précipité, donc solide. En effet, pour qu'on ait une présence de fer, il faut qu'il soit sous forme ionique dans l'eau. Et donc là, on voit déjà se dessiner quelque chose de bidimensionnel. Au départ, on avait des axes linéaires, et si on les range par nombre d'oxydation, on obtient déjà quelque chose d'intéressant. Si je me formalisais avec des cases, on pourrait déjà définir ces zones d'existence. Fe3+, quand le pH est plutôt bas, et FeOH3 quand le pH est plus haut. Et selon le degré d'oxydation, alors on sait que le degré d'oxydation est relié quelque part au potentiel. Et c'est là où tout va se jouer, puisqu'on va voir que ces frontières ne sont pas états-uniennes, comme ici, on a des frontières bien droites, bien perpendiculaires. En réalité, on va avoir des frontières un peu plus géométriques.
Et ça se calcule. Et maintenant, nous allons ajouter donc du coup le potentiel en axe désordonné. Alors pour ce faire, il va falloir calculer ce potentiel. Alors si je remettais un terrain vague, on se rend compte qu'il y a plein de trous à combler, plein de limites. La limite entre Fe2+, et Fe3+. Tiens, ça c'est une oxydation. La limite va être entre FeOH2 et FeOH3. Pareil, oxy, ça va être une oxydation. La limite entre Fe et Fe2+. La limite entre Fe et FeOH2. Grâce aux équations d'Ernst, on va pouvoir calculer toutes ces frontières. Posons-nous la question de ce qui se passe alors que le pH est en dessous de 3,3. Il va falloir vraiment fonctionner par région. Donc ici, on a le fer 3+, qui pourrait subir une réduction, devenir Fe2+. Donc passer de là où il était en haut tout à l'heure à Fe2+, qui était plus bas. Bien pour faire ça, on utilise l'équation d'Ernst, où on se rend compte qu'on obtient vite, en réalité, le potentiel standard. En fait, on ne s'embête pas beaucoup, puisque ici, Fe3+, et Fe2+, ont la même concentration, la concentration de travail que je rappelle ici. Pour passer de Fe2+, à Fe3+, ici, dans notre contexte, ce sera 0,77 volts. Et là, on peut commencer à le tracer. Donc, en dessous de pH 3,3, on va avoir cette frontière entre Fe2+, quelque part ici, et Fe3+, ici. Maintenant, pour Fe2+, qu'est-ce qui se passe avant pH 3,3 ? Eh bien, si on applique l'équation d'Ernst, en omettant les concentrations standards, on obtient ici une concentration à Fe2+, qui va du coup faire varier le potentiel par rapport à son potentiel standard. Donc cette fois-ci, ici donc on a bien une dépendance en la concentration de Fe2+, puisque le fer, je rappelle, a une activité d'un solide et donc c'est de 1. Ici on aura donc un potentiel de moins 0,53 volts, mais il sera constant. Il est fixé, donc on trace une droite. Bon, jusque là tout va bien. Prolongeons. Qu'est-ce qui se passe par la suite si on dépasse maintenant le 3,3. Donc maintenant, on va essayer de voir toutes les frontières qui sont possibles et imaginables et toutes les équations qui vont pouvoir nous permettre de relier les zones. Donc on avait ici du Fe3+, ici Fe2+, et ici Fe. Par exemple, ici, nous avons FeOH3. Cette molécule pourrait très bien être en équilibre avec Fe2+. Donc il faudrait vérifier ici quelle serait la frontière qui délimiterait ici quelque part une tendance. Écrivons cette équation de réduction du trioxyde de fer et on se rend compte alors que ça va dépendre de la quantité en H3O+. Et si on extirpe ça de l'équation de Nernst, alors on peut obtenir le pH. Je rappelle que c'est pour ça qu'on part initialement d'un point de vue thermodynamique d'un Ln. À la base ça a été créé comme ça avec un Ln, mais c'est pour ça que nous on travaillera exclusivement avec un potentiel de Nernst au logarithme décimal. C'est fait pour qu'on puisse sortir ce foutu pH parce que la concentration d'H3+, c'est un paramètre mais crucial. Et donc avec le coefficient 3 ici en puissance qui se retrouve devant, on obtient moins 0,177 pH. Retenez bien ça parce qu'en fait, sur un diagramme EPH, ça c'est notre pente. C'est une pente qui va descendre. Et là tout de suite on pourrait se poser une question, c'est qu'est-ce que c'est que ce potentiel standard ? On l'a pas celui-là. Regarde le potentiel standard de Fe2+, à Fe3+, ok. Fe2+, ok, ça on l'a déjà vu. Mais alors celui-là de Fe2+, qui deviendrait Fe3+, mais tellement il est en condition basique, il est en FeOH3, c'est quoi ce potentiel standard ? Enfin moi en tout cas je ne vous l'ai pas donné. Mais il y a une information que nous donne déjà le graphe. Ici, nous avons déjà un point. Ce point, ça va nous donner la continuité de la courbe. Puisque ici, c'est un point où on sait que Fe2+, et FeOH3 seront en frontière, alors c'est un point qui est vérifié par la courbe. Et ça a été vérifié, je le rappelle, parce qu'on a réussi à trouver le moment où ça précipite et le moment où on a l'oxydation de Fe2+ en Fe3+. Donc on va réintégrer maintenant ce point précis. Ce point c'est quoi ? C'est notre équation à un certain pH. Bon, l'équation, ok, on l'avait pour n'importe quel pH, et maintenant on va rajouter pour pH 3,3. Faisons ce test, donc pour pH 3,3, on a E standard plus 0,177 moins 0,177 fois 3,3, puisque c'est le pH. Le potentiel à cet endroit-là, on le connaît, puisque c'était le potentiel de l'oxydation de Fe2+, en Fe3+, c'était 0,77 volts, donc celui-ci, on le connaît. Et en intégrant toutes ces valeurs-là, on obtient 1,17 volts. On ne pouvait pas le deviner, donc on le récupère comme ça. Donc maintenant, on revient à notre définition du potentiel complet, maintenant qu'on a le potentiel standard de ce couple spécifique. Et enfin, on va pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on atteint le pH de 8,5, puisque vous vous rappelez que Fe2+, n'existe plus au-delà de 8,5. Donc c'est notre deuxième frontière. On est parti de 3,3 et on va aller jusqu'à 8,5. Et là, ici, on obtient moins 0,15 volts. Et ici, vous voyez, nous avons notre magnifique pente. Alors ça, c'est comme ça que c'est tracé. C'est-à-dire que c'est comme ça que moi, je tracerai un diagramme de Pourbet. Je prendrai 2 points et puis je relierai à la règle ces 2 points, et en traçant au fur et à mesure les verticales et en essayant de les relier, pour délimiter comme ça une cage dans laquelle on a une existence d'une espèce.
Mais je veux bien que ce soit clair pour vous, vous n'aurez pas à le construire. C'est pour vous montrer un peu comment c'est fabriqué. Si vous savez comment c'est fabriqué, si vous avez compris ça, vous savez ensuite comment le lire, comment ça a été bricolé, comment faire une lecture simple, hein, verticale, horizontale. C'est tout ce qu'on fait, verticale, horizontale. Pensée bidimensionnelle, vraiment. Et donc maintenant, il suffit plus que prolonger. Ici, on va comprendre qu'il n'y a rien qui va faire changer l'oxydation de Fe en Fe2+. En fait, Fe en Fe2+, ne dépend pas du pH, ça ne dépendait pas du pH de 0 à 3,3, ça ne va pas dépendre jusqu'à 8,5. Et là, on commence à voir les choses se dessiner. Fe3+, peut devenir FeOH3, oui. On ne connaît pas encore sa limite complète à lui, on va le faire. Fe2+, peut devenir FeOH2, tout à fait. En tout cas, en dessous de 8,5, non. Au-dessus de 8,5, oui. Et il nous reste encore le fer qui, lui, peut s'oxyder en milieu basique en FeOH2. Alors la réalité, c'est que finalement, tout ça, c'est assez théorique parce qu'il y a plein de sous-structures d'oxyde. Vous savez qu'il existe Fe2O3. Il existe un tas d'autres oxydes de fer, ainsi que des types de cristaux, etc. et des organisations multiples. On ne peut pas être exhaustif sur ce genre de diagramme que l'on trace à la main. Mais là, c'est pour vous donner un petit sens du côté pratique de ce diagramme. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe entre FeOH2 et FeOH3. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe entre l'hydroxyde ferrique, donc FeOH3, et l'hydroxyde ferreux, FeOH2. Donc là, c'est une simple oxydation entre les deux. Ça ne dépend que de l'échange d'un électron. On va pouvoir écrire ça. Ici, vous voyez qu'on a quand même besoin d'une molécule d'eau puisqu'il y a un OH- qui doit apparaître quelque part. Si on fait l'équation de Nernst, alors du coup, on obtient qu'effectivement, il y a bien sûr la concentration en H3+ qui compte. Cette concentration en H3+, on va obtenir directement une pente par rapport au pH. Et là, c'est tout bon. Ah bah non, on a encore E0, un potentiel standard qu'on ne connaît pas. On rembobine, potentiel standard qu'on ne connaît pas. En fait, on a un point de la courbe qui est déjà fixé. Donc, on va le chercher. On va chercher ce point-là. Ce point, on était à moins 0,15 volts, quelque chose comme ça, et à 8,5, à pH de 8,5. Et donc là, on va pouvoir commencer à tracer notre pente à partir de ce point. Donc, on plotte le potentiel où on avait un pH à 8,5, c'était moins 0,15 volts. On intègre le pH qu'il y a là-dedans, donc on obtient que le potentiel standard, c'est 0,3515 volts. Bon, ça me fait une belle jambe, et surtout que ça nous permet de faire le calcul. Et ici, à pH 14, donc si on arrive au bout du diagramme, quel est le potentiel qu'on devra avoir? Moins 0,4745. Et bien voilà, on est à peu près à moins 0,4745, on est un peu en dessous de 0,4. C'est tout bon, on a créé la première pente. Et ben voilà. Donc là maintenant, la zone d'existence de FeOH3, là ici, elle est bien délimitée. Et on sait à quel potentiel ou à quel pH il va commencer à se réduire ou à précipiter sous une autre forme. Et si on va avoir d'autres espèces chimiques en solution. Dernier point, FeOH2. Donc cette fois-ci, on va le faire subir une oxydation. Il y a 2 électrons, ces 2 électrons, on les retrouve bien sûr là. On ressort tout ça, alors du coup, même les 2 électrons qui sont là, bah, vu qu'il y a un 2 au carré ici, quand on fait le pH, bah, on va se retrouver avec 0,059 pH. Pareil, encore une fois, on va céder pour le potentiel standard qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le potentiel standard du fer qui donne FeOH2. Et donc, on cède du point à pH égale 8,5. Ce potentiel-là était donné à moins 0,53 volts. Et d'ailleurs, on a le même coefficient directeur de cette droite. Donc, on a une parallèle. Et là, on a la parallèle qui est visible. Et donc, on va appeler ça diagramme potentiel pH, dit de pour B, de prédominance du fer. Attention, on réécrit la concentration de travail. Alors, on devrait l'écrire CTRA ou, enfin, pour travail ou tracé. C'est pratique, c'est les deux. Donc cette concentration de travail de 10-3 mol par litre, elle peut être différente. Demain, je décide de tracer ce même diagramme à 10-1 mol par litre, parce que c'est la concentration à laquelle je décide de travailler. Ça ne va pas être les mêmes zones, en réalité. Alors des petits décalages, notamment pour les précipitations. Mais pas que, aussi pour le potentiel de Nernst. Vous avez vu qu'à un moment donné, la concentration d'Fe2+, avait un rôle important à jouer. Bon, et bien surtout, nous, ce qui va nous intéresser durant tout notre cours, c'est pas comment le construire, puisque vous n'avez pas à le construire, mais maintenant que vous savez comment ça se construit, vous comprenez un petit peu quels sont les chaînons manquants et comment raisonner à partir des éléments que vous connaissez maintenant de la redox, de l'acide base et de la précipitation. On va essayer d'interpréter ça. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons une zone où le fer précipite sous des formes spécifiques d'hydroxyde de fer. On va appeler ça la zone de passivation. La passivation, c'est lorsqu'un métal oxydé est insoluble, imperméable. Alors ça, c'est le problème de l'oxyde de fer. L'oxyde de fer, c'est rouge. En plus d'être rouge, donc tachant, c'est surtout friable. Et puisque c'est friable, l'eau peut s'infiltrer avec l'oxygène et tout ça va former encore plus de rouille qui vont pénétrer en profondeur. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous voyez un point de rouille, vous ne savez jamais quelle est la quantité de rouille que vous avez derrière ce point de rouille. Vous ne pouvez pas juste dire, oh, il y a un peu de rouille. On ne sait jamais.
En réalité, il peut y avoir un réseau de rouille qui s'est formé parce que cette gouttelette s'est répandue. Et donc là, nous avons quelque chose d'inverse, nous avons quelque chose d'imperméable. Et ça, c'est très pratique, c'est ce qu'on appelle la passivation. C'est non friable, un peu comme pour le cas de l'inox. L'inox, c'est un acier, donc du fer, mais qu'on a recouvert de chrome. Et les oxydes de chrome ont la bonne idée d'être totalement insolubles. Ils sont non friables et donc ça va protéger le métal. Donc il y a une couche de passivation qui peut se former autour du métal et qui, à moins de gratter mécaniquement, d'essayer de l'enlever, va protéger le métal de la corrosion. Bon point. Parlons du vrai sujet, la corrosion. Eh bien ici on voit l'endroit où la corrosion se produit. La corrosion se produit quand le potentiel est à peu près à cette, à cette hauteur-là, et surtout quand le pH est en dessous de 3,3. Là, on est sûr d'être dans la corrosion. Après, ici, il y a une petite zone encore de corrosion, même à des plus hauts pH, surtout si on est à ce potentiel-là. Et donc, ça va dépendre du potentiel. La corrosion n'a pas toujours lieu. Vous voyez que ici, ce ne serait pas une corrosion, ce serait une corrosion partielle de surface, superficielle, donc peu d'une couche extérieure superficielle, et donc on aurait une protection en fait du métal. Donc on pourrait encore l'utiliser. Et enfin, la zone d'immunité. C'est l'endroit où si mon potentiel il est à cet endroit-là, alors le métal ne s'oxyde pas. Parfait quand même. Là, je veux dire, si je me positionne à un potentiel de moins 1,2, c'est un petit potentiel, hein, une pile fait ce potentiel-là, le métal ici ne s'oxyde pas. Ici, peu importe le pH, rien ne va l'atteindre. Donc là, c'est plutôt une zone positive, c'est une zone où on se dit, tiens, en fait, le fer existe à ce moment-là si on l'applique ce potentiel-là. Malheureusement, c'est pas tout. La zone d'immunité, si on observe le diagramme de l'eau, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui peuvent se produire. Donc là, je vous ai fait le diagramme de potentiel pH de l'eau. Ça, il faudra savoir le refaire. Donc là, c'est pareil, vous voyez, vous avez des pentes, il faudra les retrouver. Il n'y a que 3 espèces chimiques, il n'y en a pas 5 comme avec le fer, donc c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et on superpose généralement du coup les 2 espèces pour vérifier si elles peuvent cohabiter. Et là, on voit malheureusement que tous les métaux qui se trouvent en dessous de la zone d'existence de l'eau, eh ben, ils vont réagir. Ici, on voit l'eau, une grosse zone d'eau, et le fer est toujours en dessous de l'eau. Toujours. Alors ce serait pas le cas avec l'or. L'or, le palladium, le platine ne seraient pas en dessous de cette frontière-là. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est qu'H2O va réagir avec Fe. Et donc là, on est toujours en train de se mettre à dos les ingénieurs qui ont décidé de prendre du fer pour faire la distribution des services des eaux, ou c'est comment là? Alors pour répondre à cette question de manière un peu plus finale, j'aimerais vous ouvrir un petit peu la porte à autre chose. Petite expérience toute simple. 4 tubes à essai. Dans chacun des tubes, on va mettre des clous et on va faire des petites expériences et attendre quelques jours. Après plusieurs jours, on ne va pas observer la même chose selon les conditions qu'on aura utilisées. Regardez, tout à gauche, j'ai pris du sel avec de l'air. Il y a du dioxygène, j'ai mis du sel au fond. Bon, il ne s'est rien passé. Dans le deuxième tube, on a mis de l'eau bouillie et avec une petite couche d'huile au-dessus. Vous voyez ici, il y a une petite couche d'huile, on observe bien le ménisque. Alors pourquoi on a fait ça? Le dioxygène rentre à l'intérieur de l'eau et se dissolve un petit peu. Et c'est pour ça que l'eau a été portée à ébullition. C'était pour enlever toute trace de gaz de cette eau. Et donc, il n'y a plus de dioxygène pour réagir avec le clou. Et là, vous voyez que l'eau seule, bizarrement, ne devrait pas trop impacter le clou, en fait. Alors que thermodynamiquement, on l'avait vu, ça va impacter le clou indéniablement. Mais ça ne l'a pas fait. Cas suivant, là, vous le voyez venir, R plus O, c'est finito pipo. Là, on a vraiment la présence de rouille. Et pour aller un peu plus loin dans l'analyse, si je mettais du sel dans l'eau, alors là, il y aurait encore plus grande production de rouille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dioxygène sec, sans eau, est assez inefficace. En deuxième cas, on voit que de l'eau neutre ne va pas avoir trop d'interaction avec le clou, ou alors du moins c'est trop lent pour que ça fonctionne. En plus, elle est neutre. On n'est même pas dans un pH acide ou quoi. Je me suis positionné à pH égale 7, histoire de... Troisième tube, l'eau est à mi-hauteur, histoire qu'il y ait un contact entre de l'air et de l'eau, et on voit que c'est ici qu'il y a des gros points de rouille. Alors il y en a ailleurs aussi, mais il y en a notamment ici. Là, en quelques jours, le fer a rouillé. Et enfin, juste histoire de vous donner un petit peu plus de perception, l'eau salée, là ici, aura encore plus rouillé. Donc le sel aura accéléré la réaction. Bon, ça, vous savez ce que c'est, ça s'appelle un catalyseur. Ici, donc, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut se demander? On peut se demander, quand on voit ça, on va pouvoir tout de suite tirer une conclusion. C'est que la corrosion uniforme se produit préférentiellement en présence d'eau, déjà. Le dioxygène est un facteur aggravant. S'il n'y en a pas, il ne va rien se passer pratiquement. Mais s'il y en a, là, ça va se passer. Bien que l'on devrait observer de la rouille dans chacun des tubes, il y a ici présent, on a du dioxygène ou de l'eau, l'un ou l'autre minimum, et pourtant on n'a pas de la rouille obligatoire. Alors qu'on a vu la spontanéité de la réaction tout à l'heure, je veux dire, si l'eau elle est au-dessus dans le diagramme de prédominance, alors elle va réagir avec le fer. Ça c'est pas une surprise, c'est l'eau va jouer le rôle d'oxydant sur le fer. Elle a un potentiel électrique plus haut que le fer. Donc c'est pas le cas dans le tube, ça n'arrive pas au même stade de corrosion à un temps donné. Le résultat n'est pas du tout le même. Donc, j'ai bien dit à un temps donné, on va se poser la question de quels sont les paramètres à prendre en compte. L'analyse thermodynamique n'est peut-être pas à elle seule satisfaisante. Revenons à notre problématique.
Donc je vous ai dit tout à l'heure que le tuyau de fer, eh bien, il était peut-être censé rouiller en contact de l'eau et de l'air. Ici, on se rend compte que l'eau tout seul va pas avoir un grand impact ou que l'air tout seul n'a pas un grand impact. On va faire une petite conclusion ensemble. Bon, déjà, on peut très bien appliquer à notre tuyau de distribution un certain potentiel qui forcerait du coup le tout à être dans une zone d'immunité. Ça arrive souvent, même parfois on utilise une électrode sacrificielle qui, elle, va s'oxyder en lieu et place de notre fer. Et ça va permettre du coup justement à notre fer de rester intact. Et l'électrode sacrificielle est dans un compartiment que l'on peut changer, rénover, etc. Mis à part ça, on peut aussi se poser la question du coup de la cinétique de la réaction. Ici, on voit que l'air tout seul n'arrivera pas à oxyder les contours du tuyau et l'eau toute seule à l'intérieur, pour peu qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur, n'arrivera pas non plus à oxyder réellement, significativement le fer. En plus de ça, on ajoute le fait que parfois, ils font des traitements à l'intérieur de ce genre de tuyau. Mais pour peu que le tuyau n'est pas en contact avec de l'air et de l'eau, donc si c'est enterré dans un truc un peu protégé ou le tuyau n'est pas en contact avec l'eau, ou alors tout simplement on y a appliqué un petit potentiel, hein, moins 1 volt suffit, on l'a vu tout à l'heure, moins 1,2 volts je crois que c'était la tension qui nous permettait d'être dans la zone d'immunité à n'importe quel pH par exemple, bien tout cela peut fonctionner. Mais n'oubliez jamais quand on se met la tête comme ça à se balancer beaucoup de thermodynamique dans la tête, qu'il y a des paramètres à prendre en compte, et donc ici des paramètres cinétiques majeurs pour comprendre réellement les phénomènes d'oxydation. Même si le fer est un cas simple qu'on constate tous les jours, en fait il y a beaucoup de petites subtilités. Et donc ces ingénieurs finalement ils étaient pas fous à vouloir mettre du fer dans leurs tuyaux. Ça peut fonctionner pour peu qu'on se retrouve dans cette zone d'immunité ici là.